Oui, Sylvain je vous Tiger, je vous bonsoir. entends. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez d'enchaîner avec un premier live que vous avez fait avec Olivier Delamarche sur C'est votre ça. chaîne YouTube. Donc on va continuer. Je vais commencer par vous Ouais. présenter. Vous êtes cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Vous Mmh. êtes aussi cofondateur de plusieurs sociétés, dont Ultra Bourse. Et vous avez été d'abord analyste financier, broker. Vous avez participé au développement dans le logiciel de trading. Et maintenant, vous faites du conseil en investissement. Vous avez notamment sorti une vidéo il y a quelques semaines qui nous apprenait que si on avait entre 25 et 40 ans en France, on ne Mmh. toucherait pas de retraite. Vous C'est ça. tiriez cette conclusion d'éléments démographiques. Et donc, je voulais commencer par ça, c'était de vous Mmh. demander avec, vous avez une vision donc pragmatique, un peu pessimiste. Vous faites du conseil moyen long terme. Donc, quels sont les éléments que vous considérez comme intangibles pour faire ces analyses OK, alors, ouais, je vais juste reprendre un petit truc. Alors moi, je ne fais pas de conseil en investissement, ça c'est important de le noter. Moi, je suis investisseur. J'ai, une société notamment de formation, et d'analyse qui est Ultra Bourse, donc justement sur laquelle je produis la lettre avec Olivier Delamarche, mais également, d'autres lettres. Mais je ne fais pas de conseil en investissement et je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, ce genre de choses. J'ai pas forcément vocation à l'être. Moi, je préfère investir directement mon argent. Voilà. Alors, en ce qui concerne le dossier des retraites, je suis pas spécialement pessimiste. Alors, je dirais plutôt que je suis rationnel et factuel. L'âge médian en France, il est de 42 ans, ce qui veut dire qu'une personne sur deux en France a plus de 42 ans, une personne sur deux a moins de 42 ans. De façon également assez factuelle, on a une population en France qui se marie de moins en moins, ce que j'explique dans la vidéo, et qui se marie également quand elle se marie de plus en plus tard. Donc on a de moins en moins de gens qui se marient, et ceux qui se marient de plus en plus tard. On a également une autre donnée. L'autre donnée, c'est que les gens en France font de moins en moins d'enfants. Donc, c'est-à-dire que le taux de natalité est en baisse, hein, le nombre d'enfants par femme diminue année après année. Donc, vous avez un constat qui est simple, c'est vous avez de plus en plus, enfin, vous avez de moins en moins de gens qui se marient de plus en plus tard et qui font de moins en moins d'enfants. Donc ça, c'est pour les données démographiques actuelles. Ensuite, on a un écart de génération. Vous avez toute la génération du baby boom qui arrive aujourd'hui à la retraite. Donc, on a une grosse partie de la population française qui est vieillissante, hein, et puis qui arrive à un âge avancé, à plus de 50 ans. Mais vous n'avez pas assez d'actifs en face parce que les gens font des études et rentrent sur le marché du travail de plus en plus tard. C'est-à-dire que les gens rentrent sur le marché du travail de plus en plus tard, donc commencent à cotiser justement et à payer les retraites des aînés de plus en plus tard et factuellement font de moins en moins d'enfants. Donc, les travailleurs actuels ont très peu de chances, au vu des données actuelles, de toucher une retraite, ne serait-ce que même à 64 ans, avec justement le système de retraite par répartition actuel, et puis même un système par capitalisation ne sauverait pas forcément le système. Il faut vraiment repartir sur, sur une réinitialisation de tout ça, parce qu'en fait, on joue avec des données qui sont... qui ne fonctionnent pas. Donc, pour répondre à votre question, oui, pour moi, en fait, il n'y aura pas de retraite si on a entre 25, 40, voire même 50 ans. Ça va être très, très dur d'avoir une retraite. Il y a de grandes chances que soit on n'ait pas de retraite, soit on touche une misère très, très vieux, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que l'argument de ceux qui veulent augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est aujourd'hui, on a une espérance de vie en France qui avoisine les 80 ans. Donc, vu qu'on vit longtemps, il faut qu'on travaille longtemps. Oui, mais en fait, c'est totalement débile en fait de dire ça, parce que il y a deux choses. Il y a l'espérance de vie et l'âge jusqu'auquel on vit en bonne santé. Et en fait, d'après toujours des sources du gouvernement, j'avais mis le lien de la source dans ma vidéo. L'âge d'un Français moyen en bonne santé, hein, l'âge jusqu'auquel en fait un Français moyen vit en bonne santé, c'est 62 ans. Donc l'espérance de vie, c'est 80, et l'espérance de vie en bonne santé, sans maladie, sans cancer, sans tout ça, c'est 62 ans. C'est-à-dire quand même que le Français moyen, il arrive à 62 ans, on lui détecte des maladies, hein, ça peut être un cancer, ça peut être tout un tas de maladies, et ensuite il va s'éteindre aux alentours de 75-80 ans. Donc au final, si on vous met un âge de départ à la retraite à 64, 66, 67, 68, c'est simple, hein, vous allez travailler avec votre cancer et puis vous allez mourir, et vous aurez peut-être 1 ou 2 ans de retraite que vous aurez touché, ou pire, la maladie aura eu raison de vous, vous ne toucherez pas de retraite. Donc c'est ça en fait que j'expliquais dans ma vidéo, et alors ça peut paraître un peu pessimiste, mais la réalité c'est que
enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de pessimiste, c'est même quelque chose de réaliste. En fait, quand vous regardez la plupart des gens autour de vous, bah oui, passé un certain âge, on a des maladies. Donc, soit on s'éteint de la maladie, soit on vit, mais on vit pas en bonne santé. C'est pour ça que ce débat, en fait, de repousser l'âge de la retraite et l'âge de départ à la retraite parce qu'on a une meilleure espérance de vie, et cet argument est pour moi absolument pas valable, parce qu'en fait, il y a l'espérance de vie, l'âge auquel on vit en bonne santé. Alors, je sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, je vous entends. Merci pour ces explications. Comment vous dressez les scénarios économiques que vous dressez pour investir de votre côté? Excusez-moi pour Ouais. la confusion. Alors, on regarde tout un tas de données. On réinvente pas spécialement la roue. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est ce que font les banques centrales. On va regarder la démographie, on va regarder les politiques budgétaires des différents États. Et puis, en fait, si vous voulez, après, c'est du bon sens, hein. On regarde en fait ce qui est mis en place, et on compare avec différentes régions, et puis on détermine en fait une tendance probable. En ce qui concerne l'Europe, et je pense que le sujet aujourd'hui de l'émission, c'est peut-être aussi la France. Et on en parlait dans le live juste avant avec Olivier. Aujourd'hui, on est très très mal barré sur la France, et j'ai du mal à avoir une vision très positive sur le pays, parce que pour moi, en fait, si vous voulez, on est en train de foncer dans un mur, la tête en avant, en fait. Et je ne vois absolument aucune issue de sortie dans le schéma actuel, et avec les données actuelles, et avec le mode de fonctionnement qu'on a actuellement, en fait. Voilà. Oui, vous mentionniez même dans le live que vous pensiez quitter la France parce que ça devenait plus... En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que... et encore, j'ai rien dit dans le live, parce que c'était Olivier qui parlait, et puis c'était son espace de parole, donc moi je le laisse quand c'est comme ça parler, et je me mets en retrait, mais je n'en pensais pas moins. En fait, si vous voulez, je pense que le poumon économique de la France, c'est les TPE et les PME, parce qu'au final, les TPE, PME, c'est les très petites entreprises et les petites moyennes entreprises qui payent le plus, en fait, si vous voulez, de cotisations, d'impôts, et qui emploient le plus de personnes sur le sol français. Parce que les grands groupes, effectivement, optimisent leur imposition et embauchent pas forcément qu'en France. Et en fait, si vous voulez, moi, en tant que TPE, PME, parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite entreprise au sens de la loi, ouais, effectivement, en fait, je paye beaucoup de charges, je paye beaucoup d'impôts, mais je ne vois pas, en fait, le retour sur investissement que j'ai. L'argument débile de me dire, vous payez beaucoup d'impôts, mais vous avez un super système de santé gratuit, et puis il y a des superbes routes en France. Ouais, très bien. En fait, quand je prends l'autoroute, je paye mon péage. Donc, en fait, c'est-à-dire que je le paye dans mes impôts, et puis ensuite, je paye le péage. L'argument de la santé, quand je vais à l'hôpital, on attend je sais pas combien de temps dehors dans la salle d'attente parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Ouais, mais vous avez une sécurité aussi grâce à vos impôts. Ouais, ok, d'accord, mais l'insécurité, elle explose en France. On a tous les jours des histoires d'enfants kidnappés, violés, tués. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce pays? Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un espèce de ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol, en fait, que j'exprime, mais que je pense que des milliers de personnes expriment, hein. Enfin, je veux dire, ressentent. Et je comprends de moins en moins, en fait, pourquoi je paye de plus en plus. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'exprimais. Donc, c'est pas forcément très positif dit comme ça, mais c'est juste ce que j'ai en ce moment sur le cœur. Voilà, je le dis, hein, je vais pas le cacher, quoi. Et vous avez raison. Non, mais c'est sûr que la situation, elle est assez anxiogène, ou en tout cas triste. Et c'est difficile de pas être en colère par rapport aux décisions qui sont prises en France. Si on rêvassait, est-ce que vous auriez, si vous étiez choisi comme ministre de l'économie, est-ce que vous auriez en tête 3 décisions qui pourraient, selon vous, changer profondément l'état de l'économie en France? Alors, la première, c'est de mettre une taxe sur la connerie. Je pense que ça permettrait de redresser le déficit. Non, mais si vous voulez, en fait, c'est très compliqué, parce que aujourd'hui, le pays, on peut pas le redresser de toute façon tant qu'on est dans l'Union européenne, parce que toutes les décisions importantes qu'on pourrait prendre pour redresser le pays, elles sont pas possibles dans une Union européenne, parce si vous voulez, on est soumis aux droits européens et aux directives européennes à chaque fois. Donc déjà, si j'étais ministre de l'économie, je pourrais même pas agir dans le scénario, enfin dans les conditions actuelles, parce que tous les domaines qui m'intéressent moi et tout ce que j'ai envie de décider, j'ai pas les outils pour. Donc une France dans l'Union européenne, peut pas s'en sortir, en fait, si vous voulez. La France a besoin aujourd'hui d'être souveraine, et elle a besoin de décider de sa politique monétaire, de sa politique migratoire, de sa politique économique, de tout, en fait, si vous voulez, hein. Mais aujourd'hui, on peut pas. Donc, vous avez beau mettre n'importe qui en ministre de l'économie, avec les cartes actuelles, il ne peut qu'exécuter des décisions qui ont été prises
plus haut, mais c'est tout. Et à la limite, le ministre de l'économie sera un communicant. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très bien fait par le ministre actuel, qui est plus un communicant, un comédien qu'un réel économiste ou qu'un réel technicien compétent, quoi. C'est vrai, mais justement, cette France souveraine, ça c'est de plus en plus évoqué dans les médias un peu alternatifs, sur des chaînes, en YouTube. Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer qu'il y aurait que ce soit quelque chose qui arrive au final? Alors, si vous voulez, déjà, moi je pense qu'il faut bien nommer les choses. Je pense que toutes les chaînes que vous appelez alternatives, d'ailleurs, sont plus des chaînes alternatives, parce que aujourd'hui, la notion de journalisme et d'éthique journalistique, elle n'existe plus. C'est-à-dire que les médias grand public, on le voit tous les jours. Ouais. On a des affaires, en fait, si vous voulez, de médias qui mentent ouvertement. Il y avait une manifestation. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps, justement, où BFM glorifiait le passage d'Édouard Philippe à la mairie du Havre, en mode il y avait plein de gens qui l'acclamaient, alors qu'en fait, les gens le huaient. Et ça, c'est sur un média comme BFM. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les médias que vous appelez alternatifs, on n'a qu'à les appeler les nouveaux médias émergents. Déjà, il faut renommer les choses, parce qu'en fait, les médias traditionnels sont plus du tout légitimes, n'ont plus aucune légitimité pour nous dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils mentent H24. Les Français n'ont plus confiance en ces personnes-là, et puis les données qu'ils utilisent sont en général faussées, c'est des outils de propagande. Donc, pour moi, oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le sujet du souverainisme, il commence effectivement à monter, parce que les gens aussi commencent à comprendre comment ça fonctionne. On a une inflation qui est tellement élevée que quand on va faire nos courses, on paye tout plus cher. Les gens se disent, oui, c'est bizarre quand même. En ce moment, on paye des choses très très chères. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec l'Europe, avec les décisions qu'on a prises, les sanctions qui ont été prises vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Et puis, mais nous, on a voté pour ça? Ah non. Et si vous voulez, c'est comme ça que le lien se fait petit à petit dans la tête des gens. C'est-à-dire que les gens commencent à comprendre d'où ça vient. Mais maintenant, et je pense que c'est toujours pareil, ils s'en rendront compte quand c'est trop tard. C'est-à-dire une fois que c'est fini, c'est là que les gens se rendront compte qu'ils se sont fait avoir. Le vrai défi, le vrai enjeu, ça va être de pousser cette question, en fait, si vous voulez, du Frexit au plus grand nombre, ou en tout cas de remettre un référendum sur l'appartenance ou non à l'Union européenne sur la table. Celui qui arrive à vraiment porter ce projet et à le rendre grand public et à le rendre sexy et à ne pas le rendre anxiogène, en mode si on sort de l'Union européenne, on va tous crever, parce que c'est absolument pas le cas. Regardez la Grande-Bretagne, ça se passe bien. Ils ont quelques petites périodes de fluctuation, mais au final, ils sont toujours là. Celui qui arrive à faire ça, effectivement, je pense pour moi sera le type qui arrivera à relancer le pays, ou en tout cas à lui redonner les armes pour devenir compétitif sur la scène internationale. Donc, pas très optimiste pour l'instant. Il faudrait espérer qu'il y ait un mouvement. Si vous voulez, avec les données actuelles, en fait, on peut faire semblant d'être optimiste, mais je sais pas, quand on regarde le gouvernement actuel, il n'a pas spécialement envie d'être indépendant, il n'a pas spécialement envie de prendre ses propres décisions. Le gouvernement actuel est plutôt dans une logique belligérante où on devrait partir en guerre pour je ne sais quelle raison, donc si vous voulez, en fait, comment être optimiste quand vos dirigeants veulent aller se fighter et envoyer du matériel militaire, de l'argent, et ce que je disais avec Olivier, je lui disais, mais maintenant qu'on a envoyé des armes et de l'argent, qu'est-ce qui reste à envoyer? Il reste des hommes à envoyer, c'est tout, parce qu'il y a un moment donné, en fait, c'est la suite logique. Donc quand vous avez en fait des dirigeants qui veulent envoyer tout votre argent, tout votre matos, le peu de matos qui vous reste, et potentiellement peut-être à terme vos frères, vos sœurs, vous-même ou vos parents à la guerre, aller se battre, c'est difficile d'être optimiste, en fait. Quand vous avez une inflation qui explose, ou quand vous allez faire vos courses, vous payez tout plus cher, et que vous allez faire votre plein, vous payez votre essence quasiment 2 €, c'est dur d'être optimiste. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué, et je vois vraiment l'Europe, en fait, se tiers-mondiser, et s'auto-suicider, parce qu'il n'y avait absolument aucune raison de finir comme ça, mais ça a été une succession de mauvaises décisions. Pour quelles raisons? Écoutez, je vous laisserai ensuite enquêter, mais difficile pour moi d'émettre une note positive aujourd'hui sur l'Europe. Je veux dire, c'est un échec. C'est la fin d'un empire, sûrement. C'est pas un empire, c'est la fin de l'EURSS, en fait, si vous voulez. C'est un État communiste qui est en train d'imploser. Et puis à la limite, c'est peut-être même une bonne chose, parce que ça nous permettra de redémarrer de zéro et de repartir sur quelque chose d'un peu plus solide. Oui, ça, c'est aussi des théories. Est-ce que vous y croyez à cette troisième guerre mondiale
qui est Bah, déjà là, en fait, si vous dans vou les faits, ouais. enfin, sur les... Ouais, si vous voulez, en fait, en fait, il y a pas mal de choses parce que la 3e guerre mondiale, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, ça se fait étape par étape. Donc là, on a livré dans un premier temps de l'argent, on a mis en place des sanctions, ensuite on livre des armes. Il y a pas très longtemps, la Chine a commencé à dire aux États-Unis qu'ils sont pas contents que ils envoient des armes. Ils envoient un ballon au-dessus des États-Unis, les États-Unis le shootent. Bon, je veux dire là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que petit à petit, en fait, ouais, on est en train de glisser dans un conflit qui un jour va péter, hein. Alors, on n'espère pas, moi j'espère pas, parce que ça impliquerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très négatives pour tout le monde. Mais enfin là, pour l'instant, tant qu'en tout cas il y a le conflit en Ukraine, ça va faire mal. Et pour l'instant, c'est pas parti pour se terminer pour une raison qui est simple, c'est que tant qu'on envoie en fait des armes, de l'argent et peut-être même un jour des hommes, effectivement, ça continuera. Le problème, c'est qu'une guerre qui s'éternise, c'est jamais bon pour tout le monde. En tout cas, c'est bon pour certaines industries, l'armement et ce genre d'industrie-là, mais c'est pas bon pour la majorité des citoyens. Vous avez un scénario privilégié pour 2023 et les années suivantes? Pas forcément le plus certain d'arriver, mais un que Alors, privilégié. c'est des scénarios qui sont peut-être pas partagés par tout le monde, mais effectivement, alors là, j'étais en train de préparer une vidéo sur l'Inde qui est en train d'exploser, par contre. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs américains qui se tournent vers l'Inde et à juste titre. En fait, si vous voulez, ce que j'explique dans la vidéo, c'est que vous avez les États-Unis qui veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine et ils le font rapidement. Et vous avez Foxconn qui est un partenaire historique d'Apple qui produit en fait les iPhones en Chine, qui les fabrique en Chine, qui a investi 500 millions de dollars en Inde pour augmenter la production en fait tout simplement d'iPhone en Inde. Aujourd'hui, l'Inde produit 5% des iPhones d'Apple et devrait d'ici 2025 en produire 25%, c'est-à-dire un quart. Et il y a une partie du matériel d'Apple qui va être construite désormais au Vietnam aussi. Si vous voulez, il y a des pays qui vont sortir gagnants en fait de ce conflit et il y a des pays qui vont en sortir perdants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en France, nous, on est en train de se tuer, donc c'est pas bon. Par contre, du côté des anciens BRICS, les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., tous ces pays-là qu'on a considérés comme les moyens de la classe, parce que nous, on était les premiers et eux, c'était les deuxièmes, eux, ils sont en train de monter et ils montent sévèrement, ils récupèrent tout l'argent. Et ils ont une démographie en plus, dans le cas de l'Inde, c'est simple, j'ai étudié le truc parce que j'ai fait la vidéo dessus. L'âge médian en Inde, il est de 28 ans. Nous, il est de 42 ans. L'Inde produit 1,5 million d'ingénieurs par an, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train, et il y a 180 milliards de dollars investis chaque année dans la délocalisation de services en Inde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme en fait, ils ont beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, les US investissent massivement en fait en Inde pour deux raisons. Un, pour le software development, donc pour développer des logiciels, ils ont des ingénieurs qui coûtent moins cher et qui sont très compétents en fait, tout simplement en Inde. Ça coûte moins cher que de les faire aux États-Unis. Deux, tout ce qui est service client. Trois, énergie aussi renouvelable, c'est-à-dire que l'Inde en fait, c'est un pays qui a une infrastructure qui est encore pas au top. En superficie, ça fait 6 fois la France. Il y a tout à faire. Et donc en fait, c'est un Eldorado parce que en fait, l'Inde est ouverte au business avec tous les pays. Donc du coup, les États-Unis font des deals absolument incroyables avec l'Inde pour construire en fait tout ce qui est infrastructure hydraulique, solaire, etc. Et en fait, si vous voulez, du côté de l'Asie, il y a vraiment de gros gagnants. Ça va être Chine, Inde, Vietnam, toute l'Asie du Sud-Est. Du côté de l'Afrique, il y aura aussi de grands gagnants. Ils ont une démographie qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils ont la population la plus jeune du monde. Voilà. Donc, ils ont un réservoir de jeunes absolument incroyable, ce qui veut dire qu'ils ont un marché intérieur au niveau de la consommation qui va exploser. Enfin, d'ailleurs, la classe moyenne en Inde va doubler d'ici 2030. En Afrique, c'est quasiment pareil. Il faudrait que je regarde les chiffres précisément. Donc, pour moi, en fait, les anciens BRICS ou les anciens pays en développement, c'est eux qui vont sortir gagnants de ce gros conflit. Nous, on était numéro 1. On est en train de se tuer pour finir je ne sais même pas où. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça qui me fait mal au cœur, c'est que je me dis, il y avait aucune raison de se tuer, mais on s'est tué, je sais pas pourquoi. Et je regarde ailleurs, et oui, effectivement, ailleurs, par contre, les mecs bourrinent, quoi. Je veux dire, ils ont des vrais projets pour leur pays, ils veulent viser de très grosses cibles, et ils se donnent les moyens d'y arriver. Donc, voilà. Faut regarder les gagnants et les perdants, en fait. C'est toujours la même histoire.
Vous pensez que l'Afrique et l'Inde, par exemple, va réussir ce sont des endroits où ils vont réussir à développer une classe moyenne comme on a pu avoir en Europe? Parce qu'il y a toujours cette, Alors, cette question ouais. de... Alors sur l'Afrique, j'ai pas étudié les chiffres en détail. Puis de toute façon, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, c'est très 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 grand, donc c'est très dur de faire des généralités là-dessus, parce Oui. qu'en plus ça fonctionne par région. Mm. Pour l'Inde, par contre, j'ai bien étudié le dossier vu que j'ai tourné la vidéo aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. La classe moyenne en Inde, ouais, effectivement, elle explose. C'est-à-dire qu'en Inde, il y avait un gros contraste avant. Hein. C'était qu'il y avait des très riches et des très pauvres. Il y avait rien au milieu. Et aujourd'hui, ça a changé. Et le nombre de ménages qui vont gagner plus de 35 000 dollars par an devrait passer de 5 millions actuellement en 2022 à 25 millions, si je dis pas de bêtises, en 2032. D'après un rapport de Morgan Stanley qui est disponible publiquement, vous tapez India 2030 Morgan Stanley, c'est le premier résultat sur Google que vous trouverez. C'est un rapport qui vous explique tout sur les gros chiffres. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si vous voulez, le nombre de ménages très, 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 très pauvres devrait se réduire et la classe moyenne qui fait à peu près ça va augmenter en fait, tout simplement en 10 ans. Les raisons, elles sont simples, c'est qu'aujourd'hui en Inde, vous avez beaucoup de gens qui sont pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un secteur agricole qui existe et qui est assez grand. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'agriculture à main nue, donc avec des rendements très très faibles. Et tout ce secteur-là, en fait, devrait, en tout cas, le gouvernement encourage le secteur agricole et les gens qui travaillent dans le secteur agricole à changer d'industrie et à travailler plutôt dans les usines qu'ils vont créer. Foxconn, d'ailleurs, pareil, le partenaire d'Apple, va faire une joint venture avec un partenaire indien. Ils vont investir 20 milliards de dollars dans des infrastructures pour construire des semi-conducteurs. Semi-conducteurs, vous le savez, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Hein. C'est les petites puces là qui permettent en fait de transférer des infos. Ils vont construire ça en Inde. Et donc du coup, si vous voulez, toute la main d'œuvre agricole bon marché et qui crevait la dalle depuis des années, le gouvernement veut que ces gens-là aillent travailler dans les usines pour gagner mieux leur vie et automatiser, c'est-à-dire mettre des machines plutôt sur l'agriculture, ce qui permettra d'augmenter les rendements et d'avoir moins de personnes pauvres parce que les gens qui travailleront dans les usines gagneront déjà mieux leur vie. Bon, c'est pas con. Et si vous voulez, ils sont en train de mettre en place tout ce genre de choses-là, et du coup, la nouvelle classe moyenne, elle est comme nous, en fait, en Europe, il y a plusieurs dizaines d'années. Hein, ils commencent à avoir des smartphones, à acheter tout un tas de choses qui ne servent pas forcément à grand-chose, mais qui consomment. Et oui, il y a un gros marché intérieur. 1,3 milliard de personnes, c'est énorme, hein, si vous voulez. Ça représente un marché gigantesque. C'est comme la Chine, en fait. L'Inde, aujourd'hui, est comparable à la Chine en 2007. Voilà. Aujourd'hui, elle a un rythme de croissance de 6 à 7% par an. La Chine, aujourd'hui, c'est 2,90% de croissance sur le PIB. Encore, c'est les chiffres officiels. L'Europe, c'est entre 0 et 1. Et encore, voilà. Donc oui, non, en fait, il y a un gros marché. Maintenant, encore une fois, il y a aussi des défis qu'ils vont avoir à affronter qui sont différents des nôtres. Mais oui, si on cherche aujourd'hui des pays en croissance, c'est Asie du Sud-Est et on peut aller regarder l'Afrique. Je ne saurais pas vous dire quel pays en Afrique précisément. J'ai pas encore fait l'étude dessus, mais je sortirai une vidéo à mon avis d'ici 1 mois ou 2. Donc, je vais commencer à regarder de ce côté-là aussi. Mais est-ce qu'ils vont pas être confrontés au final aux mêmes problèmes que ceux auxquels on est confronté aujourd'hui, avec une baisse de la démographie comme on peut commencer à avoir en Chine, par exemple Ouais. Alors en Chine aussi, il y a eu pendant très longtemps aussi la politique de l'enfant unique qu'ils ont retiré, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. En Inde, après, c'est un petit peu différent aussi. Hein. Le wokisme et toutes ces conneries, c'est pas trop leur tasse de thé. Il y en a qui essaient un petit peu de lancer la mode là-bas, mais ça prend pas avec la population locale. Après, donc c'est quand même une culture où en fait le mariage est très important. Enfin, en général, après c'est dur de parler de culture parce qu'il y a beaucoup de religions différentes. Il y a beaucoup d'hindouistes, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de bouddhistes aussi. Mais le socle commun de tout le monde, c'est qu'au final, c'est important de se marier en Inde. Ça, c'est clair. Passer un certain âge, de toute façon, t'as toutes les tantes ou ta mère qui va te poser la question toutes les 4 secondes. Alors, tu n'es pas encore marié, mon fils? Voilà. Chose qu'on retrouve pas forcément ici en Europe. Alors, c'est important, mais c'est peut-être moins. Il y a moins de pression. Il y a une vraie pression sociale en Inde pour se marier et faire des enfants. Ici en Europe, on est un peu plus libre, mais du coup, on est devenu tellement libre qu'on a arrêté de faire des enfants. Donc, on s'est peut-être fait un peu piéger de ce côté-là. On n'a peut-être pas anticipé. Après, la vie coûte cher, la situation Macron n'est pas non plus exceptionnelle, donc je comprends aussi que les gens ne veuillent pas spécialement faire d'enfants. Au niveau de la démographie, non, il n'y a pas spécialement de signe qui annonce un ralentissement démographique en Inde pour l'instant.
eux, je pense que, enfin, ils ont pas les mêmes problèmes que nous. Hein. J'y suis allé il y a pas longtemps. Ils sont dans un pays en croissance, si vous voulez. Donc en fait, ça se passe bien pour le moment. Donc ils sont pas dans un état d'esprit où ça va mal, où c'est la merde. Tu démarres justement d'un pays où la situation était pourrie. Donc au final, t'as que le bien, t'as que le bien à vivre, quoi. Alors justement, je me permets de poser une question Mhm. du public, parce que c'est sur l'Inde pour après repartir sur Mhm. l'Europe. Megan Dwanra qui demande si le système de caste indien ne limite-t-il pas les possibilités de progression économique. Bah vous, vous et nous, au final, moi, je suis considéré aussi comme étranger en Inde. Hein, c'est-à-dire que je suis considéré comme un Français. Nous, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que effectivement, on vient d'Europe. Ils nous voient comme les Européens, donc les castes, ça nous concerne pas. Après, pour les Indiens, alors c'est très compliqué. Officiellement, en fait, la discrimination sur la base des castes n'est pas censée être acceptable, en fait, hein, parce que voilà, c'est dans la loi, c'est interdit. Officieusement, comme j'en parlais dans ma famille, en fait, si vous voulez, le système des castes, ça existe depuis plus de 3000 ans, et encore 3000 ans, c'est ce que moi je sais. Ça se trouve, ça existe même depuis plus longtemps. Et donc, tu peux pas en fait changer un modèle de société du jour au lendemain parce que tu mets une loi en disant bon bah écoute, maintenant il y a plus de castes. Le système des castes, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire en Inde? Il veut dire que t'as beau être la personne la plus riche, entre guillemets, de la ville, si tu viens d'une caste basse et que t'es quelqu'un de pas forcément respectable, bah, personne te respectera. Et t'as beau être pauvre, si tu viens d'une bonne caste et que tu te comportes bien, bah, les gens te respecteront. C'est un petit peu ça. Donc c'est assez spécial à comprendre parce que c'est vrai qu'on n'a pas spécialement ça en France. C'est pas forcément non plus quelque chose de très égalitaire. Hein. Si t'es mal né, bah, malheureusement, oui, effectivement, ça va être dur. Mais bon, le constat en tout cas que moi je mène en parlant avec beaucoup de jeunes Indiens, c'est que les jeunes en tout cas sont beaucoup moins dans ce délire-là que les anciens, font beaucoup moins attention à ça. Alors bien évidemment, quand tu vas te marier, bah oui, là par contre, se marier en dehors des castes, c'est un peu compliqué parce que les parents vont rentrer en jeu, parce que les familles vont mettre leur veto si tu te maries avec quelqu'un d'une caste inférieure ou ce genre de choses. Il peut y avoir des conflits à ce sujet, mais les jeunes en général, oui, moi, de ce que je vois, sont beaucoup moins axés là-dessus, sont beaucoup plus axés sur la réussite. Si vous voulez, l'Inde est très proche culturellement des États-Unis, et donc du coup, il y a beaucoup cet état d'esprit un peu américain où ils veulent le faire au mérite. Après, culturellement, c'est vrai que ça dépend des régions aussi. Et pour terminer sur l'Inde, vous Mhm. avez mentionné le fait qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs qui étaient formés effectivement enfin, chaque année, Mhm. qui étaient diplômés. Est-ce que ça va pas créer créer plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi? Parce que moi, j'observe, je suis basée au Danemark, Mhm. là, actuellement, une immigration indienne, justement, Mhm. de cerveaux qui travaillaient en Inde, mais qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles, en fait, il y a tellement de demandes, de demandeurs d'emploi Mhm. qu'ils sont obligés de travailler comme des dingues, et parce que sinon, ils sont remplacés directement par d'autres personnes qui ont exactement les mêmes compétences qu'eux, Mhm. techniques. Bah après, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétition en Inde, elle est très dure. Il y a même des histoires de gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas eu un 19 sur 20 et qu'ils n'ont pas été dans la meilleure école parce que, bah, en fait, l'école est pas forcément gratuite en Inde, donc tout est payant et il y a des familles qui font des sacrifices absolument énormes pour que leurs enfants fassent de grandes études et sortent justement de situations précaires parce qu'ils viennent de castes très basses et qu'ils étaient prédestinés à rien du tout et tout le monde met de l'argent en commun pour que l'enfant s'en sorte et c'est pour ça d'ailleurs que les mecs travaillent comme des tarés. Sur votre question, est-ce qu'il y aurait pas plus du coup de main d'œuvre que de demandes? Au final, sur l'IT, il y a tellement de demandes actuellement que on a beau produire de nouveaux élèves qui sortent de l'école, la demande est à chaque fois absorbée en fait. Et elle est absorbée pour une raison qui est simple, c'est que même si c'est dur de bosser avec des Indiens au niveau langage ou au niveau qualité, parce que c'est pas la même qualité qu'un dev en Europe, dans le sens où des fois c'est bâclé, ou des fois c'est juste pas la même langue, donc du coup on se comprend pas. Ça coûte tellement du coup moins cher de délocaliser là-bas ce genre de projet qu'au final les mecs font le pas en fait. Et il y a des agences qui sont créées en fait avec des managers des ingénieurs, par exemple indiens qui ont été aux États-Unis, qui comprennent ce que veulent les clients aux États-Unis, qui sont retournés en Inde, qui montent des services et qui s'assurent que le contrôle qualité soit fait et qui proposent des tarifs vraiment compétitifs.
C'était des phénomènes qu'on avait déjà observés dans les cabinets d'audit du Big Four avec Mhm. des hubs justement montés Ouais. en Inde pour tout ce qui était fonction un peu Pour le junior. back-office, pour Exactement, toute la aussi, ouais. paperasse, les trucs chiants, ils ont délocalisé Ouais. là-bas. Ouais, le cleaning des data. Mhm. Donc, eux seraient peut-être gagnants et puis l'Europe perdante. Qu'est-ce que vous auriez comme concrètement, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce qu'on perdrait en tant que Français, par exemple? Un pouvoir d'achat, mais le scénario dans les 10-20 ans à venir, en Alors, c'est termes 10-20, moi, 10-20 ans, d'augmentation. 10-20 ans, c'est dur, mais dans tous les cas, en fait, en fait, on est dans une situation qui est très critique. On a une des impositions les plus élevées qu'on ait eues dans notre histoire, avec des services publics de plus en plus faibles, une montée des partis populistes dans tous les sens. Je veux dire, aujourd'hui, c'est à qui fera le plus le buzz et qui fera la plus belle déclaration choc dans les médias. Mais je veux dire, on n'a pas d'intellectuels au niveau des politiques, on a juste des cons. On a une taxation sur le travail qui est énorme, c'est-à-dire que le salarié, quand il reçoit son salaire, tout ce qu'il paye en cotisation, c'est absolument incroyable, il lui reste plus rien pour bouffer. Et en plus de ça, il a une monnaie qui chute, parce que bah, du coup, il fait partie d'un bloc qui prend des décisions idiotes. Et du coup, bah, en fait, le peu d'argent qu'il gagne, bah, il peut même pas en profiter ou le dépenser correctement. Donc du coup, si vous voulez, aujourd'hui, la situation elle est compliquée. Deux solutions. Un, oui, effectivement, réfléchir à aller travailler à l'étranger, s'expatrier, mais du coup, ça veut dire quitter tout ce qu'on connaît ici, et c'est quand même dur. Deux, c'est attendre un reset du système, que le système s'effondre, mais franchement, honnêtement, ça peut prendre des années. Enfin, on peut pas vivre dans l'attente sans rien faire. C'est pas, enfin, je trouve c'est idiot. Trois, c'est faire l'autruche et se dire que rien ne va se passer. Et quatre, c'est investir. Et c'est-à-dire travailler, mais investir son argent pour se créer des sources de revenus complémentaires. Et voilà, je pense qu'à la limite, la dernière solution, c'est la plus intelligente. C'est-à-dire que tu travailles, donc tu restes effectivement dans ce système, et parce que tu peux pas forcément partir à l'étranger du jour au lendemain, mais derrière, par contre, tu commences à investir petit à petit pour sécuriser ton patrimoine et ton avenir, parce que de toute façon, c'est la seule solution qu'on a à titre individuel, en fait. Hein. J'en vois pas d'autre. Est-ce on pourrait pas considérer que c'est aussi de la faute des Français, ce qui se passe actuellement en France, justement, de toujours voter pour les mêmes personnes, de pas forcément réagir, parce que voilà, les personnes qui descendent. Bah après, de toute façon, Macron, lui, a été élu avec 20% des voix. Hein. Il y a eu une telle abstention entre les personnes qui n'ont pas été votées et les personnes qui voulaient faire barrage. Au final, il n'a pas été élu par 80% des Français. Il y a peut-être que 20% des Français qui voulaient vraiment de lui. Non, mais si vous voulez, même le système de vote, il a été perverti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on devrait annuler une élection quand il y a plus de 70% de gens qui s'abstiennent. Enfin, il faudrait mettre en fait des garde-fous comme ça, parce que il y a tellement de gens qui s'abstiennent de voter que peu qui votent vont voter pour entre la peste et le choléra. Et puis au final, on se retrouve avec un résultat catastrophique et puis avec un pays qui est aujourd'hui au bord du gouffre. Donc rien que ça, il faudrait le reprendre à zéro et pouvoir annuler des élections quand le taux d'abstention il est trop élevé, en fait, parce que ça amène des situations aussi catastrophiques. Et je me rappelle plus de la suite de votre question. Ah non, mais c'était ça, justement. Ah, c'était c'était ça. de dire, est-ce que c'est pas de la faute des Français, mais en fait, c'est cette Bah, majorité la faute des silencieuse, Français, effectivement. en fait, si vous voulez, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, parce qu'en soi, les Français, ils ont quand même bien, ils se sont bougés le cul. Hein. Je veux dire, on a des gens qui vont manifester tous les week-ends. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, les gens. Hein. Et je pense juste que là, en fait, le système est tellement mal construit qu'en fait, il y a trois solutions. C'est soit ils vont à l'Élysée, ils font un espèce de coup d'État et ça part en total cacahuète, soit on arrive à réformer le système. Mais la réalité, c'est qu'on a un système qui est devenu assez autoritaire. On gouverne à coup de 49-3, donc j'y crois très moyennement au fait qu'on va demander l'avis aux Français de est-ce que ça serait pas bien d'annuler une élection quand il y a trop d'abstention. Ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. Donc, cette solution, j'y crois pas trop. Et trois, en fait, ça serait une implosion de l'Union européenne, de la monnaie européenne, de gros pays européens, peut-être de l'Allemagne ou d'autres, qui se mettent à se barrer de l'Union européenne parce que ça ne leur va plus. Et là, effectivement, une Union européenne qui implose, changement de gouvernement. Et là, on peut remettre en place des politiques qui sont intéressantes au niveau national pour rendre la France compétitive à l'échelle internationale, c'est-à-dire lui mettre des politiques fiscales et même absolument tout. En fait, on pourrait faire du sur-mesure avec la législation
et s'adapter en fait aux besoins de notre pays. Et là, pour le coup, on le rendrait compétitif. Parce que là, on bosse pour rendre la zone euro compétitive, mais elle n'est pas du tout compétitive pour personne. Donc c'est débile. Peut-être que si cette zone euro venait à imploser, on pourrait refaire du sur-mesure avec la législation et rendre la France compétitive à nouveau. Mais justement, par exemple, le but du cercle Aristote, c'est d'essayer de faire un peu de l'éducation populaire pour aider la population à prendre conscience des enjeux actuels, des solutions possibles et d'essayer d'éveiller en fait ou de réveiller les gens pour pouvoir en fait après atteindre ce grand reset, parce que de toute façon une révolution avec des gens qui iraient à l'Élysée, a priori, en théorie, en fait, ça se ferait que quand les gens seraient vraiment dans la misère extrême. C'est ce qui se passe, par exemple, en Iran actuellement, où en fait les gens n'ont de toute façon plus le choix que de faire ça ou de mourir de faim. Enfin, que de... si vous voulez, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est extrêmement triste. Et je pensais, je vais être très franc avec vous, je pensais vraiment pas voir ça de mon vivant, en tout cas en France. On a des gens qui gagnent une misère ou qui ont plus rien, qui jouent leur vie en fait sur chaque manifestation, et on a un gouvernement qui fait absolument rien, c'est-à-dire qui est en déplacement. Hein. On est président de la République qui était en déplacement pendant qu'il y avait la réforme des retraites et les gens qui crevaient la dalle. Enfin, je trouve ça. En fait, je pensais vraiment pas que c'était possible dans un pays comme la France. Je vous le dis franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, tout est possible. Hein. Croire à un effondrement de l'Union européenne et une implosion de cette Union européenne. Je peux me permettre d'y croire parce qu'en fait, l'impossible est devenu possible, mais dans le pire des sens, en France. Donc pourquoi l'impossible ne serait pas possible dans un sens positif, cette fois-ci pour la France. Implosion de l'UE et démantèlement de l'UE parce qu'il y a des pays qui sont plus d'accord, qui veulent plus faire partie de ce truc. Mais pareil, hein, ça va être des années très très dures pour le pays. Il va falloir se remonter les manches, hein, parce que pour partir de zéro et remonter, il va falloir faire ce que les pays émergents ont fait eux, et des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, c'est pas des pays qui ont rien branlé, hein, c'est des pays qui ont travaillé très dur, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où ils en sont. C'est-à-dire que nous, si on veut remonter, il va falloir qu'on rebosse. Ça va être dur, hein, franchement, ça va être dur pour tout le monde. Mais bon, le jeu en vaudra la chandelle pour l'avenir. Donc, faut voir si on a envie de se donner un projet commun, quoi. Donc, imaginons qu'on peut enfin monter ce projet commun. Qu'est-ce que vous proposeriez comme grands axes? Après, je suis pas politicien, mais déjà, il faut se fixer il faudrait se fixer. Alors, ça peut paraître un peu con, hein, mais il faudrait se fixer peut-être un chiffre de produit intérieur brut qu'on voudrait atteindre. On pourrait se fixer aussi Après, c'est con parce que toutes ces métriques, c'est des vanity metrics. On peut dire qu'on produit du PIB, ça veut rien dire. Non, mais le premier truc, c'est déjà... industrialisé. Ouais, de toute façon, tout ça, si on veut réindustrialiser, pareil. On va se taper tous les écolos qui vont dire que ça pollue et que c'est pas bien. Donc en fait, on pourra pas. En fait, il y a un vrai changement en fait je dirais, d'état d'esprit à avoir. Il faut que le pays il se mette d'accord sur un truc. C'est qu'est-ce qu'on veut en fait. On veut quoi? Un consensus. Voilà, il faut un consensus. Et ce consensus, c'est simple, c'est se dire, on veut recréer des emplois, pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut pour créer des emplois? Du renouvelable, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Oui, non. Combien ça va coûter? Ce genre de choses en fait. Mais il faut se reposer des questions. Il faudrait quelqu'un enfin, même pas quelqu'un, parce qu'on a toujours ce mythe du sauveur en France avec une personne providentielle qui vient sauver le pays, ça n'existe pas. Il faudrait un groupe de personnes qui viennent, qui fassent plusieurs propositions. Il faudrait trouver un consensus et il faudrait unir à nouveau le peuple. Et pour le coup, la France est très fragmentée, donc ça va être très très dur à faire à mon avis. Il faudrait réunir à nouveau le peuple français. Donc il y a un gros travail. Franchement, on part de très loin. Avant de passer aux questions, je vais vous demander si vous aviez un penseur ou une personne à laquelle vous pensez, pas forcément quotidiennement, mais qui vous aide à avancer justement dans ces périodes un peu difficiles psychologiquement. Franchement, je vais être très simple. Hein. Moi, je vais dire mon père. Hein. Ouais. Moi, je réfléchis toujours à mon père parce que c'est quelqu'un qui est parti de pas grand-chose et qui s'est toujours démerdé à la force du travail. Qui arrivait donc il est de nationalité française, mais il a vécu en Inde parce que son père était prof. Il est arrivé en France à 17 ans, il s'est foutu dans l'armée, il a bossé toute sa vie, puis il a réussi à faire de belles choses.
Voilà, en fait, à chaque fois que je vois les petits problèmes que j'ai, je me dis: «Bon, franchement, il y a 10 fois pire, il a vécu 10 fois pire, il a été, faire la guerre pour la France, machin, il a été déployé en OPEX, machin, ils ont vu des choses». Je me dis: «Nous, c'est rien, en fait, au final, il y a pire dans la vie. Il y a 10 fois pire, c'est du pipi de chat», donc c'est ça. Après voilà, c'est juste que c'est jamais «plaisant» entre guillemets d'être dans une situation un peu pourrie, mais il y a pire. On pourrait être officiellement, effectivement, en guerre sur notre territoire. On pourrait voir des proches à nous se faire déchiqueter. C'est pas le cas, et j'espère que ça ne le sera pas. Donc non, il faut continuer à avancer, quoi. Alors, dans les questions, on a Megad Vanra qui demande Mhm. si l'entrepreneuriat patriotique pourrait sauver l'économie nationale ou est-ce Mhm. que c'est une chimère? Non, alors ça serait possible à condition, et ce que je disais en début de live, c'est que les TPE PME aujourd'hui en fait sont asphyxiés par les taxes, sont asphyxiés par les démarches administratives. Aujourd'hui, vous voulez embaucher quelqu'un, vous voulez le payer 2 000 euros, ça vous coûte quasiment 4 000. Et sur les 2 000 euros que la personne doit toucher, elle paye de l'impôt sur le revenu, elle va toucher, on va dire, 1 700, 1 800. Voilà, donc vous dépensez 4 000, le pauvre gars, il touche 1 700, 1 800 après ses impôts. Derrière, il repère 20% de pouvoir d'achat à cause de la TVA, parce que quand il achète quelque chose, il paye 20% de TVA. Donc sur les 1 700, vous retranchez, on va dire, allez, 150 euros de taxes sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mec, vous avez donné 4 000 pour cette personne, et lui, il a 1 500 euros de pouvoir d'achat réel. Vous voyez? Donc l'entrepreneuriat patriotique, il peut marcher à condition que quand on va dépenser si vous voulez, chez une entreprise française, le type, il ait des avantages que les entreprises, par exemple, je sais pas, étrangères, n'aient pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. L'entrepreneur français, il est submergé de taxes dans tous les sens. Il a aucun avantage par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on peut le faire par solidarité, mais bon, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué parce que l'entrepreneur français, en fait, déjà, il est pas très compétitif par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il a des coûts plus élevés, en fait, pour une même qualité, il a des coûts plus élevés. Donc, il est obligé de jouer sur la qualité. C'est-à-dire que comme il sait qu'il va coûter cher, il est peut-être obligé de délivrer plus de qualité qu'un fabricant qui va être moins cher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont moins de pouvoir d'achat qu'avant à cause de l'inflation. Il a beau faire des beaux produits chers, en fait, si aujourd'hui t'as plus d'argent à dépenser, bah, t'as beau vouloir être solidaire avec ton pote, tu vas aller prendre le truc le moins cher parce que t'as plus beaucoup d'argent en fait dans les caisses. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entreprises zombies en France, c'est-à-dire que l'État fait des PGE, là, des prêts garantis par l'État, distribue de l'argent à des entreprises qui auraient dû faire faillite, machin, parce qu'ils peuvent pas se permettre non plus de foutre en l'air trop d'entreprises parce qu'ils ont été cons en fait. Donc ils créent des entreprises qu'on appelle zombies. Ils financent des entreprises qui savent non solvables et qui ne rembourseront jamais les prêts, mais bon, ça permet de dire qu'il n'y a pas autant de faillites qu'il devrait y en avoir. On pourrait pas envisager que tous les entrepreneurs se liguent, fassent pression pour un changement justement de fiscalité, Pareil, de législation? c'est toujours pareil. Vous voulez faire des changements fiscaux et des gros changements fiscaux, c'est toujours pareil. Ça va passer par l'Union européenne à un moment donné, hein. Parce que si vous êtes trop en fait compétitif par rapport aux autres pays européens, on va vous dire oh, tu te calmes, hein, t'es dans l'UE, c'est pas bon pour nous. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, il y a toujours ce truc-là. Moi je pense qu'en fait, si on sortait vraiment de l'Union européenne, on pourrait faire ce qu'on voudrait, et là, ce serait vraiment la folie et la fiesta, hein. On pourrait faire du sur-mesure, là effectivement, on baisse l'imposition sur les sociétés, on baisse peut-être les charges patronales, les charges salariales, enfin, on peut commencer à faire des choses sympas. Après, c'est toujours aussi, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il faut qu'on discute tous entre nous. On est aujourd'hui sur un modèle qui est extrêmement social, où on finance, en fait, on finance beaucoup, enfin, je pense que la France est le meilleur pays au final quand on fait rien, parce que on a des aides dans tous les sens et c'est super. Et je dis pas, on a tous à un moment donné dans notre vie peut-être un coup dur où le modèle social français est sympa parce que ça peut donner un coup de main, mais du coup temporaire. Sauf que le problème, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui en ont fait un métier. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un système solidaire temporaire, et il y a des gens qui sont malins, qui en ont fait un métier, qui ont vu la faille, qui se sont dit putain, on peut en profiter de façon illimitée et dans le temps et dans les montants. Le problème, c'est ça en fait. Et la vraie question qu'on va devoir tous se poser en tant que peuple, hein, c'est bon, les gars, les aides sociales, c'est temporaire ou c'est tout le temps en fait? Parce que du coup, c'est quoi le modèle de société qu'on donne aux gosses? C'est tu fous rien et t'es entretenu illimité par l'État, ou juste quand t'as un coup dur et que vraiment ça marche pas dans ta vie, bon bah voilà, pendant 3 mois, t'as une petite aide, pendant 6 mois, t'as un petit coup de main,
Par contre, derrière, il faudra bosser, mon vieux, parce que c'est pas illimité. C'est des vraies questions à se poser et il faut qu'on en discute de façon... qu'on en discute sur tout le territoire, hein, mais ça va être un vrai sujet épineux, à mon avis. Bah ça, c'est sûr que c'est un constat, je pense que beaucoup font de plus en plus, qu'en fait, les impôts sont très très mal redistribués et que donc tout ce système d'aide, il profite à un certain groupe, mais en fait pas à la majorité des Français et pas souvent à ceux qui ont cotisé pour. Donc ça devient très frustrant et ça crée des clivages aussi, je pense, au sein de la population. Ouais. Mais bon. On a une question de Sando qui nous demande, avec la hausse du prix de l'énergie en Europe, j'ai entendu que des entreprises allaient partir aux US pour avoir des prix plus compétitifs. Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur ce point-là? Bah oui, non, mais ça, c'est des vagues, en fait. En fait, aujourd'hui, vous êtes une industrie. Oui, à mon avis, Sandro doit parler justement des entreprises allemandes qui ont dit qu'elles partaient aux États-Unis. Bah oui, de toute façon, vous êtes sur un continent en guerre et un continent qui a dit qu'il allait mettre un espèce d'embargo sur le diesel russe et tout ça. Donc, dans tous les cas, vous êtes sur un continent en guerre qui, énergiquement, de toute façon, est dans une impasse. Et si vous avez des industries, bah, vous savez que c'est mort, en fait. Vous êtes obligé de partir. Et où est-ce que vous allez partir? Vous allez partir dans les pays où l'énergie coûte moins cher, vous avez une stabilité, où vous connaissez quelque chose. Donc ça peut être les États-Unis, mais pourquoi les États-Unis? Parce que c'est plus facile de faire du business et de s'implanter dans les États-Unis, enfin aux États-Unis plutôt, excusez-moi, qu'en Chine, voilà, tout simplement. Donc oui, c'est une tendance. De toute façon, il restait très peu d'industrie en Europe. Le peu qui reste, de toute façon, va soit faire faillite, soit être délocalisé. C'est une évidence. On a une question de Jadis29 qui vous remercie et qui vous demande, sachant que le Forum économique mondial détruit nos économies et nos États, ne pensez-vous pas qu'il faut supprimer cette entité avant de reconstruire? Bah, de toute façon, supprimer. Enfin, il y a un superbe site là qui s'appelle Rebel News là où les mecs ont fait un travail incroyable sur cet événement. Bah oui, de toute façon après, vous savez, au final. Mais vous savez, on a l'impression qu'en fait, le monde est foutu. Mais je pense que si vous avez voyagé l'année dernière ou si vous voyagez un petit peu dans d'autres pays que je dirais qu'en Occident, hein, parce que même dans l'Europe, quand vous allez en Europe de l'Est, vous vous rendez compte que les mentalités ne sont pas comme chez nous, et puis chez eux, ça se passe mieux que chez nous. Mais si vous quittez un peu le prisme Australie, Canada, USA, France, tous les pays un peu wokistes, machin, vous vous rendez compte qu'il y a des possibilités de s'en sortir parce qu'il y a des vrais pays qui travaillent, qui ont des vrais projets d'avenir, qui ont des vrais projets de croissance et qui veulent s'en sortir. Donc si nous on veut s'en sortir, déjà, moi je pense qu'il faut régler tout ce qui est il faut déjà une unité idéologique, c'est-à-dire qu'en gros il faut une façon de penser commune. Là, la France aujourd'hui, c'est un pays fragmenté. Olivier, il parle souvent de libanisation de la France. Franchement, honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi sévère en fait. Je savais qu'il y avait des clivages en France. De toute façon, depuis des années, ça commençait à dériver, mais on arrivait à conserver une certaine unité, un groupe commun. Là, depuis 2017, ça s'est fragmenté. Puis avec le Covid, c'est parti. Ça a commencé avec vax, anti-vax, et maintenant c'est quelque chose, anti-quelque chose toute la journée. Là, il faudrait déjà retrouver un pays avec une unité, une cohésion nationale. On se met d'accord sur les grands sujets, sur les grands thèmes, et après, déjà, on pourrait avancer. Là, aujourd'hui, on est tellement ça différent qu'on se tape là toute la journée sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est dur, hein. Un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui va nulle part, hein. C'est un peuple qui est voué à perdre, hein. Moi, je vois un peu ce qui se passe dans les autres pays. Là, je fouine un peu à droite à gauche. Bah ouais, hein, quand t'as un pays qui est plus ou moins aligné, alors tout le monde n'est jamais à 100% dans une direction, mais quand t'as un pays qui pousse dans une même direction, bah, ils ont quand même plus de chances de gagner qu'un pays où déjà entre voisins on s'aime pas. Donc je pense que le premier pas déjà vers une France entre guillemets nouvelle, une France qui marche, c'est retrouver une cohésion nationale, une unité nationale. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. On fait quoi? La France, c'est un pays où on fout rien ou c'est un pays où on travaille? Ok, maintenant qu'on a répondu à cette question, du coup, si c'est un pays qui travaille, on baisse les taxes ou on augmente les taxes sur le travail? Et ainsi de suite, vous voyez? Et on démarre de la base et ensuite on déroule la pelote de laine de façon logique avec les réponses qu'on a fournies précédemment, en fait. Mais il faut qu'on ait ce débat, il faut qu'on ait cette discussion, en fait. Je sais pas comment elle prendra place. Il faudrait avoir ce genre de discussion-là au niveau national.
Une question plus internationale de Hugo Def 57. Est-ce que les États-Unis, j'ai déjà la réponse parce que j'ai écouté le live que vous avez fait avec Olivier, Ouais. les États-Unis pourraient-ils dans quelques années de haut mur faire défaut sur leur dette? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Moi, j'y crois pas trop, si vous voulez, à ce scénario-là. Mais en fait, c'est le débat et la question sur la dette américaine. C'est en gros, ils dépensent trop. Est-ce que ils vont faire faillite? Bah, en fait, si vous voulez, cette situation-là, ils se sont retrouvés. Et je crois que dans le live, il y avait quelqu'un qui avait répondu à cette question. Ils se sont retrouvés, si vous voulez, dans cette situation 79 fois, et à chaque fois, ils ont relevé à chaque fois le plafond de dépenses. Non, les États-Unis, ils ont pas vocation à se mettre en défaut. C'est pas dans leur ADN. C'est l'économie la plus grosse. Enfin, c'est eux qui ont le plus gros PIB au monde. 19 000 milliards de dollars, 19 trillions. La Chine, c'est 12 000 milliards. Ils font plus de 24% du PIB mondial. Ils feront pas défaut. En tout cas, ils se mettront pas en défaut d'eux-mêmes. Non, non. Ils sont numéro 1. Ils vont pas prendre ce risque-là. Ils vont continuer à faire tourner la machine. Bon, le sujet de l'Inde a plu. Je pense qu'on va être content de voir votre vidéo. Ouais. Mary Crom demande, je suis désolée, j'ai mal le prononcer, on se positionne sur le Nifty 50 pour s'exposer à l'Inde. Le Nifty 50, c'est un des indices. Il y a le BSE, le Bombay Stock Exchange aussi, qui est qui est la bourse la plus ancienne d'Asie, fondée en 1780 quelque chose là par un commerçant, un vendeur de coton du coup indien, un gros marchand de coton. Le Nifty 50, c'est un indice qui regroupe 50 valeurs. Ça peut être intéressant de mettre une petite pièce dessus via l'achat d'un ETF pour répliquer passivement les performances de l'indice. Ce que j'explique dans la vidéo aussi, c'est que souvent, si vous voulez, la performance des actions en bourse n'a rien à voir avec les fondamentaux d'une région. Et le meilleur exemple pour illustrer ce propos, c'est en Europe, on est censé être en récession et c'est la merde. Aux États-Unis, c'est pas mieux. Et pourtant, les bourses, elles n'ont pas fait moins 90%, elles ont fait seulement moins 20, moins 30%, et elles arrivent à se stabiliser. Ce qui veut dire une chose. Ce qui veut dire que vous avez beau avoir des fondamentaux qui sont X, bah la bourse, elle ne suit pas forcément le X. Elle fait sa vie de façon plus ou moins limite indépendante. Alors pourquoi est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, malgré les fondamentaux qui sont pourris, les actions tiennent? C'est parce que vous avez une banque centrale, enfin des banques centrales d'ailleurs, qui derrière impriment à fond pour soutenir en fait les actions, parce que y a beaucoup de retraites, de fonds de pension qui ont investi dans les actions, et si les actions elles chutent, c'est-à-dire que la retraite de milliers, enfin de millions de gens même sont foutus. Donc du coup, ils peuvent pas laisser ça, et ils sont obligés d'imprimer pour maintenir un niveau d'action assez élevé. En Asie, faites attention, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors oui, effectivement, Morgan Stanley, dans son rapport, fait une prévision et dit notamment que oui, l'Inde, maintenant qu'ils vont avoir une classe moyenne montante, qui dit classe moyenne dit investissement en bourse, achat d'actions, c'est logique. Et l'Inde devrait devenir la 3e place boursière au monde d'ici 2030, avec une capitalisation de marché, excusez-moi, de 10 000 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, l'Inde va attirer des capitaux. Et puis comme l'Inde n'est pas vraiment comme la Chine non plus, et un peu plus open, un peu moins méfiante envers les investisseurs étrangers, c'est aussi une autre façon de voir le monde. C'est vrai que les Chinois sont très, ils aiment pas trop les étrangers, machin. L'Inde, c'est un peu différent. C'est un pays un peu plus pisse, qui aime bien faire des deals avec les gens. Enfin, ils sont pas trop en guerre, à part avec le Pakistan. Donc oui, effectivement, moi je pense que ça va devenir une grosse place financière. Ça veut pas dire qu'il faut acheter toutes les actions en Inde, parce qu'attention, le business en Inde, c'est pas le business en Europe, c'est très très spécial. Faut être initié, faut connaître les bonnes personnes. Donc c'est pour ça, si vous investissez en Inde, essayez d'avoir un partenaire local qui soit solide et de confiance. Si vous achetez des actions, privilégiez peut-être, encore une fois, je donne pas de conseil d'investissement, mais un ETF qui va répliquer un indice plutôt que de chercher la pépite, l'action qui va exploser, parce que c'est très dur. C'est vraiment très dur. Il y a beaucoup d'actions. Et non, par contre, pour vous donner des grandes thématiques d'investissement, ça, je peux vous en partager, parce que moi, je vais les suivre. C'est le secteur manufacturier en Inde, tous les produits toutes les entreprises qui font du mass market, de la consommation de masse en fait en Inde, toutes les entreprises qui vont vendre des produits à la classe moyenne en Inde, je vais les suivre, parce qu'effectivement, c'est un marché qui va
qui va exploser et forcément les entreprises qui vont commercialiser des produits à destination de la classe moyenne en Inde, bah oui, effectivement, devraient logiquement encaisser plus d'argent et donc la valeur de leurs actions devrait monter. Encore une fois, c'est pas parce qu'elles doivent monter qu'elles vont monter, mais ça peut être intéressant de surveiller ça. Donc ça va être les secteurs que je vais regarder. Énergie renouvelable, donc tout ce qui est infrastructure, énergie renouvelable, secteur manufacturier, voilà. C'est les deux grosses thématiques que je vais suivre. Après, il y a aussi tout ce qui est finance. Ils ont lancé un programme aussi de reconnaissance biométrique en Inde qui permet en fait aux gens maintenant de s'identifier rapidement et d'accéder au crédit plus facilement qu'avant. Donc c'est effectivement tout ce qui est finance, tout ce qui est industrie financière et bancaire devrait se développer aussi beaucoup plus fortement qu'avant. Faudra fouiner tout ça. Il y a beaucoup de thématiques à surveiller, hein. Franchement, ça va pas être évident, mais mais il y aura de la croissance, donc il y aura des choses à faire au moins. Je disais, en fait, tout à l'heure, je disais maladroitement que vous faisiez du conseil en investissement. Donc, c'est plutôt que vous donnez des pistes parfois pour les Moi, gens. en fait, si vous voulez, mon métier à la base, c'est analyste. J'étais analyste senior chez DLFX quand je travaillais à Paris. Et donc, moi, mon métier, c'est de prendre, en fait, des choses, d'analyser, de voir si c'est bien, pas bien. Je mets les pour, les contre. Et après, si j'aime bien, moi, je mets mon argent. Si j'aime pas, je mets pas mon argent. Et si les gens veulent accéder à mon analyse, je leur balance, soit gratuitement, soit de façon payante. Mais je leur fournis, en fait, le travail de recherche que j'ai fait. Après, je suis pas gestionnaire de patrimoine au sens où je vais dire, bon, là, t'as 200 000 euros, je vais cliquer pour toi et acheter des actions pour toi. C'est pas mon métier. Ça, je le laisse aux autres. Voilà. Non, mais je trouve ça bien que vous fassiez ça avec Olivier. Ça permet aux gens non initiés d'avoir des pistes pour la suite, justement, parce que là, un peu la conclusion de cet échange, c'est de dire qu'actuellement, peut-être la meilleure chose pour se protéger quand on est en tout cas en France, c'est de justement penser à investir et à diversifier un peu. Diversifier déjà peut-être le risque de change, hein. C'est-à-dire que si on a de l'euro, c'est d'essayer de voir si on peut pas avoir une autre devise. Alors avec Olivier, on parle beaucoup du dollar parce que malgré le fait que les États-Unis ont plein de défauts, ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils ont une monnaie qui est très très forte et qu'aujourd'hui l'intégralité du système mondial repose sur le dollar. Donc en fait, mine de rien, c'est pas une monnaie pourrie en fait, hein. Donc c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Donc le risque de change qu'on a quand on a de l'épargne en euros, voir si on peut pas transférer une petite partie en dollars ou en or. Et après, pour chercher des thématiques d'investissement, si on veut chercher du rendement ou des marchés en croissance, après chacun fait son travail de recherche. Si ça vous intéresse, nous on envoie une newsletter tous les lundis qui s'appelle Le Point Macro, elle est gratuite chez Ultra Bourse. Je vous laisserai chercher sur internet le lien d'inscription. Vous pouvez nous rejoindre, mais voilà, globalement c'est ça les deux consignes. C'est 1, diversifier ses devises et son risque de change. 2, ensuite c'est faire un travail de recherche et apprendre à investir intelligemment. Et comme ça, en vrai, s'il se passe des choses mauvaises en France, on sait qu'on a son argent qui est investi, qui est diversifié, qui est pas en euros sur un compte bancaire en France, et on finit par ruiner du jour au lendemain, comme la plupart des gens pourraient finir par le devenir si on continue à aller dans cette direction. J'espère pas, hein. Honnêtement, j'espère pas que ça sera ça, mais comme on dit, mieux vaut se préparer pour le pire et espérer le meilleur que de faire l'autruche. Effectivement. Donc là, la prochaine vidéo que vous sortez, c'est sur l'Inde. Des pistes sur l'Afrique, c'est ça? Pour la suite. Alors en fait, l'Inde, c'est parce qu'on me l'a demandé, hein. J'ai fait un sondage sur quelle vidéo vous voulez, et puis ils m'ont dit, écoutez, il y avait un type qui avait lu le rapport de Morgan Stanley, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de le faire? Moi, je suis indien d'origine, donc forcément, j'ai lu le rapport et je me dis, putain, c'est vrai que j'y suis retourné il y a pas longtemps en Inde pour un enterrement l'année dernière. Quand j'y suis retourné, le premier truc, ça faisait 15 ans que j'étais pas retourné. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que je me suis dit, putain, ça a vachement changé. Mais quand je dis ça a vachement changé, c'est limite même, ils sont en avance sur nous sur des trucs. Enfin, je veux dire, c'est technologique. Ça m'a rappelé un peu Dubaï. C'est-à-dire que c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai longtemps pensé qu'on était les meilleurs dans tout. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, pendant qu'on pensait qu'on était les meilleurs en tout, il y en a qui travaillaient peut-être en cachette ou de leur coin sans faire trop de bruit. Mais ils ont commencé à développer des trucs. Et j'ai vu des infrastructures, des services, des machins, des trucs que je voyais même pas en Europe. Et je me suis dit, putain, en fait, on a trop dormi pendant toutes ces années et eux, ils ont bossé, en fait. Et je me suis dit, putain, il faut vraiment qu'on se bouge le cul, quoi. Parce qu'on est en train de se faire dépasser. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu cette suggestion de vidéo sur la chaîne YouTube, j'ai dit, OK, go, banco, j'y vais, je vais faire des recherches dessus.
et j'y vais. Maintenant, après, voilà, je vous laisse aller sur la chaîne YouTube, vous me soumettez des idées de vidéos. L'Afrique, personne ne me l'a demandé pour l'instant, mais moi, effectivement, en faisant des recherches sur l'Inde, j'ai regardé l'âge médian qu'il y avait sur la plupart des pays africains. C'est un continent très jeune, c'est le continent où il y a le plus de jeunes, donc c'est le continent où il y aura le plus potentiellement de croissance dans les années à venir. Oui, effectivement, ça mérite une analyse. Et, par contre, l'Afrique, c'est un continent, c'est très très grand, et ça va être dur de l'analyser parce que ça va être des régions à analyser. Il va falloir analyser le sud, l'est, l'ouest, le machin, ils ont chacun leur spécificité. Le travail, il est monstre, à mon avis, là, autant sur l'Inde, c'était facile, c'était un pays, autant sur l'Afrique, c'est un continent énorme. Ça va être beaucoup plus dur, à mon avis, mais c'est un défi qui est excitant. Super. Et un dîner, c'est ça? Vous faites des dîners? Ouais. Alors, on va faire un dîner, du coup, le jeudi 9 mars, dans un château. Ça va être super cool, avec la communauté des Incorruptibles Leak, des bons vivants, comme d'hab. Donc, si vous voulez nous rejoindre, écoutez, prenez vos places. On a mis le lien sur la description de notre vidéo. Et on se retrouvera, comme d'hab, autour d'un bon repas, une bonne conférence avec tonton Olivier. On pourra parler de tout, économie, finance, investissement. Et puis comme d'habitude, en fait, c'est des rendez-vous épicuriens. On mange bien, on boit bien. Et on sourit, même si les vidéos peuvent faire déprimer, quand on se voit en direct, en général, on est plutôt positif. Je vais remercier notre abonné Ogma57 qui a offert un abonnement. Et puis, je vais vous remercier, vous, Sylvain Tiger. Merci pour votre temps. Merci à vous. Et puis, passez une bonne soirée et à très bientôt. Et vous aussi. Bonne soirée à tous. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.